Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, les apparitions de cet auteur-interprète qui, à force d'élever le public jusqu'à lui a permis de rire sans bassesse, sont rarissimes et donc à marquer d'une pierre blanche. Voici avec la chère présence de Raymond DeVos, vos grosses têtes. Il a cessé d'être comédien quand on lui a demandé plus de sobriété. Jean-Jacques Perroni, bonjour. Moitié chanoine de Montmartre, moitié petit marquis de la satire politique, Jacques Maillot. Il est capable de dire n'importe quoi à n'importe qui, mais jamais n'importe comment, Éric Logérias. Il vit en concubinage artistique avec Régis Laspalès, Philippe Chevalier. Quand ses parents l'ont amené pour la première fois aux grosses têtes, il prenait encore le Pirée pour un homme et la Martine pour une danseuse, Jacques Balutin. Et puis, notre invité d'honneur, dont la présence me réjouit particulièrement, amoureux de tous les arts et de sa langue maternelle, il est devenu sur le tard romancier, conteur et préfacier, Raymond DeVos. Est-ce que le succès dans les librairies donne autant de plaisir que le succès sur scène ? Peut-être plus parce qu'il est plus rare. Oui, mais on voit pas les gens. Pour moi, plus difficile. Oui, c'est vrai. Hein, il n'y a pas le contact immédiat. Oui, on n'a pas d'applaudissements. Alors, mais je peux me permettre une observation, parce que quand je suis venu ici, vraiment, j'avais très peur, parce que la première fois que je suis venu travailler pour Philippe Bouvard, il m'a fait marcher sur les mains. À la radio. Je vous jure que c'est vrai. C'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. C'est vrai. Il m'a dit, vous marchez sur les mains de Vos. Alors allez-y. Et alors, je ne sais pas ce qu'on a entendu. Et pourtant, je faisais du bruit. Et comme personne n'applaudissait avec les pieds, tu applaudis. Bah, tu sais ce qui m'est arrivé un jour, c'est vrai. J'étais poursuivi dans la rue, quelqu'un courait derrière moi. J'ai déjà raconté l'histoire. Et c'est vrai, courait derrière moi, et alors j'entends, il se rapprochait comme ça, puis à un moment, il est arrivé à ma hauteur, comme ça, et puis il m'a regardé, et là, il me dit, c'est bien vous. Ah, il me dit, je vous ai reconnu de dos. Oh, j'ai dit, monsieur, vous ne pouvez pas savoir à quel point vous me faites plaisir. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans, que j'essaie qu'on me reconnaisse de dos. Alors je vous remercie, monsieur. Il me dit, il n'y a pas de quoi, monsieur Bedos. L'arrivée, qui n'est pas nouvelle dans les librairies de Raymond DeVos, qui avait déjà eu un beau succès avec les livres précédents, cette fois-ci change totalement de genre, avec une chenille nommée Vanessa. Alors, bon, première question, pourquoi des illustrations d'Yves Saint-Laurent ? Parce qu'il s'agit de robes. L'héroïne était mannequin. Et alors, il y avait cette partie... Alors, au fond, elle aurait voulu être comédienne. Alors, chaque fois qu'elle présentait une robe, elle vivait la robe. C'est-à-dire qu'elle était quelqu'un d'autre, elle était la robe. Et elle se faisait un petit texte qu'elle disait en allant présenter la robe. Et alors, c'est pour ça que... Alors, elle a gardé toutes ses robes, en fait, tout ça. Alors, c'est le fait... Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée d'avoir demandé à Yves Saint-Laurent. Oui, d'autant que le livre, c'est quand même une nouvelle. Il n'est pas très épais. Il n'est pas épais. Quand j'ai reçu les épreuves, ça... Oh, il est un peu plus épais maintenant, mais on se demande, est-ce que c'est pour les enfants ou pour les parents ?
Ou pour les deux? Oh, c'est pour les deux. En l'écrivant, j'ai eu l'idée d'une histoire et je me suis laissé emporter. Et comme toujours, je suis allé peut-être un peu trop loin. Alors il y a... moi, c'est ça qui me plaît, je veux dire, c'est ça qui m'intéresse. Si c'est pour rester dans les environs, c'est pas la peine. Non. Faut aller le plus loin possible. Ah là, ça va plus loin que les environs. Hein. Alors il y a le docteur Berthier, c'est un vétérinaire, et il raccompagne son assistante sur le palier. Le docteur Berthier n'est pas un vétérinaire, c'est un docteur. C'est un bon, mais... Oui, il y a Monsieur Paul, qui est un vétérinaire. Ah, c'est ça, alors j'ai confondu les deux. Vous avez rien lu, quoi, comme d'habitude. Mais non, dites pas ça. Mais si, mais J'ai noté 15 pages. Ça prouve que c'est bien écrit. Pourtant, Monsieur Paul, ça aurait dû vous dire quelque chose. Ah oui, quand même. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il dit en raccompagnant l'assistante jusqu'au palier? Oui. Il a une jolie phrase, là. Oui, il dit alors, faites attention en descendant les marches. Remarquez que si vous en ratez une, ne vous en faites pas, il y en a d'autres. C'est une belle formule, hein. Dis par toi, Bouvard, c'est plus drôle. Non, mais j'ai le texte sous les yeux. Il dit bien, Fifi. Bon, et vous savez ce qu'il vous dit, Fifi? Non, parce qu'il va être grossier, Fifi, s'il me le dit. Très bientôt dans vos bacs, l'annuaire par Philippe Bouvard. Double CD. La compile. La et les pages jaunes. véritable héroïne, c'est une chenille qui veut pas devenir papillon. Mais oui, elle est tellement choyée par la dame qui l'a recueillie, et puis qui a perdu sa petite chienne, il faut dire. Et alors à un moment, cette chenille qui est venue, parce qu'elle l'a trouvée sur un bouquet de fleurs qu'on lui a offert, et cette chenille, elle est venue se promener, la caresser comme ça, et alors ça l'a amusée, et puis ça l'a consolée de sa petite chienne, et petit à petit... Elle lui a même mis le collier de la petite chienne. Oui, parce qu'elle l'a choyée. Vous voyez que j'ai lu, hein? Et Attendez, il n'a pas démenti, on ne sait pas là encore. Elle lui donnait même à manger ce qu'elle donnait à manger à sa petite laine. Ce qui était tout de même, alors de temps en temps, il y a du petit bout d'os, et la chenille, elle ne pouvait plus onduler. Et quand elle devient papillon, je ne devrais peut-être pas le dire. Mais non, il n'a pas lu, lui gâchez pas la fin. Ah ben merde, Monsieur Perroni, vous serez privé d'alcool à partir de 6h ce soir. Oh merde. Il dépasse les bornes. Vous savez que je suis venu exprès pour lui expliquer la fin. Mais oui, non, mais il faut. Je le savais. Vous avez raison. Mais bien Je le sûr. savais. Toutes les après-midi sur RTL entre 16h30 et 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec cet après-midi justement Éric Logérias, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Jacques Balutin et l'invité d'honneur Raymond Devos. Votre médecin, il fait un rêve que moi je fais très souvent. Il se retrouve tout nu dans un lieu public. Vous le faites aussi, ce rêve? On aurait pu se rencontrer. Ah oui. Je regrette. Dans le plus simple appareil. Dans le plus simple appareil. Moi, ça m'arrive très souvent. Place de la Concorde. Oui. Et alors je me dis, mais pourquoi j'ai pas mis mon pantalon? Je m'interroge quand même, hein. Et là, il fait un rêve comme ça, il chasse le papillon. Alors il a un filet à papillon et puis il est tout nu aux Tuileries, il rêve ça. Et il redoute de rencontrer peut-être des clientes. Hein, pourtant il les a vues nues, lui. Mais alors il redoute quand même et il rencontre. Et elle le dit, c'est-à-dire elle qui tient sa chenille, qui a finalement l'allure d'une espèce de dog. Et alors, lui, il fait attention qu'elle ne le voit pas, mais le chien le reconnaît. Et il court dessus, et puis lui, il sait que si jamais il attrape quelque chose, il ne va pas le lâcher, le chien. La chenille.
Oui. Il doit fumer des bons produits. Oui, Moi, je veux l'adresse de l'herboriste. Ça, oui, quand il y, même. a une confusion là. Il faut passer vite. Mais quand vous rêvez que vous êtes tout nu dehors, il y a un problème posé par la pudeur la plus élémentaire d'abord. Ah, mais ça n'existe pas dans les rêves. Dans les rêves. Plus de pudeur. Ah si, moi je cherche à cacher ce qu'on ne doit pas montrer dehors. Hein. Moi, l'autre jour, j'ai rêvé que j'étais. Moi, l'autre jour, j'ai rêvé que j'étais à poil au rayon surgelé du carrefour de la porte d'Auteuil. Le lendemain matin, j'ai éternué quand même. Hein. Je me pose des vraies questions. Ça vous est jamais arrivé de rêver que vous étiez tout nu dehors? Si, moi, ça m'arrive souvent. Mais Oui, c'est mais- dans le marais quand je me réveille. Oui, mais vous, vos rêves sont peuplés d'éléphants roses, hein. Ou des rats bleus. Ou des rats bleus. Mais je ne vois pas encore les reptiles. Mais c'est chaque fois la même chose. Oui. Et pieds nus dans le métro, moi. À pieds nus dans le Pieds métro. nus dans le métro. Je suis habillé, mais je suis pieds nus. Je dis, qu'est-ce que je fous là dans le métro, pieds nus? C'est terrible, ça. Non, Bah, vous avez toujours été à côté de vos pompes, hein. Souvent, je vous remercie, Philippe. C'est rentré en scène et je sais pas le texte. Non, mais pieds nus dans le métro, c'est pas. Nous, non, ouais. C'est un petit détail, c'est rien du tout. C'est votre côté SDF, hein. Si vous voulez. Non, nous, c'est. Enfin, moi, je rêve que je vais rentrer en scène et je sais pas le texte. Oui. Ah oui. Ce qu'on appelle l'angoisse du mime Marceau. J'ai rêvé combien de fois? Oh, Et en moi, ce sans moment, arrêt, tout le ça. temps, Ça, c'est un rêve, alors, je me réveille. Oui, oui. Putain, Mais surtout au début d'un spectacle. Toujours. Au début. Ah oui, oui. Et Quand on les mecs répète. te poussent et tu fais, Pendant mais la attendez, mon Dieu, répétition. je suis pas prêt. Tu te débrouilleras. Oh la vache. Oui, mon costume. Oui, ça, c'est dur. J'appelle l'habilleuse mon costume et elle fait semblant Moi, de c'est ne le pas texte. m'entendre. C'est ça les cauchemars. C'est un cauchemar. Mais je fais un rêve encore plus angoissant. Je rêve, c'est vraiment un cauchemar, que je suis comédien. On me pousse sur la scène sans me dire le nom de la pièce, Ah oui. sans me donner le texte. C'est pas mal, ça, oui. Et je dis, mais comment je vais faire? On vous soufflera. Pas mal. Et moi, je rêve parfois qu'on va me faire épouser de force Ségolène Royal. Et là, je sais pas comment m'en Les sortir. manques de bol, c'est François Hollande que tu dois épouser. Une première station que j'ai sélectionnée en pensant aux goûts musicaux de Raymond DeVos, question de Madame Léger, qui a dit « Le violon est un instrument destiné à chatouiller agréablement l'oreille de l'homme au moyen du frottement de la queue d'un cheval sur les boyaux d'un chat. Pierre Desproges. » Non, Alphonse Allais. non, mais C'est un Anglais. c'est contemporain d'Allais. Cette Fédo. époque-là, oui. Courteline. Renard. Renard. Jules Renard. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et d'Éric Logérias. Bravo. Mais c'est drôle que Raymond soit là parce qu'hier, on a pensé à lui, mais c'était fou, j'ai prononcé même son nom, parce que ils ont montré à la télé un quartier vert. Il y a un quartier vert à Paris, du côté de la Tombissoire. Ouais. Et pour empêcher les gens de rentrer, il y a une place, ils n'ont mis que des sens uniques, que des sens interdits. C'est ton sketch. Et il y a une seule rue qui n'est pas en sens unique, bien sûr. Bah, alors les gens, ils tournent comme des cons, ils en voient une, ils s'en vont, et ça les fait sortir du quartier. C'est un truc de fou. J'ai pensé à toi, mais tout de suite. Ils ont foutu des sens uniques partout dans le quartier. Et les gens ne peuvent pas rester. Mais ça, des carrefours comme ceux que Raymond a décrits, il y en a maintenant dans toutes C'est les incroyable, villes, hein. Ah oui, parce que T'étais comme en avance, il y hein. a beaucoup de circulation, on ne voit pas, même s'il y a un sens qui n'est pas interdit, on ne le voit pas. On le passe et on refait un tour. Oui, oui. Etc. Absolument. Parce qu'il y a une chose qui est très dangereuse, c'est tous ces sens giratoires qu'on nous a collés partout. Il n'y a pas un village en France qui n'a pas un rond-point avec un sens giratoire, au moins 4 ou 5 autour. Mais les gens qui circulent ils connaissent la région. Donc eux, ils roulent assez vite. Vous êtes obligé de vous engager et de rouler assez vite finalement autour de ce truc. Mais vous connaissez pas le coin. Donc vous n'avez pas le temps de regarder les pancartes. Donc des fois, on fait un tour, 2 tours, 3 tours, le temps de repérer la bonne pancarte. Et après, on prend la queue du Mickey. Et on voilà. appuie. C'est formidable. Et sans compter évidemment les déviations obligatoires. Ah oui. Oh, bravo. Ah, bah voilà. Bravo. Bravo. Un bon spectacle au Théâtre Comédia. Ah oui. Bravo. Finement amené. Moi, je vais avoir du mal à venir. Dites donc, en plus, hein, vous allez remplacer Ibsen au Théâtre Marigny, ce qui n'est pas une mince promotion. C'est vrai, mais Régis portera la robe d'Emmanuel Seigné.
Si toutefois vous ne savez pas quoi faire demain matin au lieu de faire la grasse matinée, venez donc assister au prochain enregistrement des Grosses Têtes qui aura lieu à 10h30 au grand studio RTL 22 rue Bayard à Paris. Dans le 8e, on retrouve Philippe Bouvard et Éric Logérias, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Jacques Balutin et l'invité d'honneur Raymond DeVos. Alors nous aujourd'hui nous occupons beaucoup des gens qui marchent sur la tête, c'est-à-dire des grands acteurs de l'actualité. Et l'actualité, vous n'aimez pas beaucoup. Qu'est-ce que vous lui reprochez? C'est fugitif. C'est vrai. Quand on écrit un texte, d'ailleurs c'est ce que tu fais toi, tu es obligé d'en écrire tout le temps, parce qu'il est chansonnier. Moi je ne suis pas un chansonnier. Et ça ne m'intéresse pas parce que quand on l'a dit 8 jours, c'est fini, il faut en trouver un autre. Enfin, attention, c'est fugitif, il y a des acteurs de l'actualité qui sont sur scène depuis 20 ou 30 ans, et ce sont toujours les mêmes. Ah, hein. Les acteurs, oui, mais les événements. Ah, les événements. Je parle des événements. Comment vous y êtes-vous pris pour arrêter soudain de vieillir? Eh bien, je vais vous dire comment ça se fait. Je peux vieillir devant vous, là, c'est vrai, c'est pareil, c'est comme marcher sur les mains, personne va l'entendre. Mais c'est simplement, je descends tout doucement, comme ça, et puis il y a un certain moment, hop, on s'adresse et puis on repart. Oui. Mais c'est ça, c'est difficile de ne pas vieillir. Oh, oui, les comiques ne vieillissent pas, hein, les grands comiques. La preuve, c'est qu'ils font Mais je ne suis toujours pas un grand rire. comique. Ah bah si. Mais non, je viens de fêter mes 81 ans. Ah bah dites, c'est pas mal ça. J'ai éprouvé le besoin de le dire. Oui, mais oui. Ne le disent d'ailleurs que ceux à qui on peut répondre, vraiment, vous les faites pas. Hein. Et à ceux qui ont échappé à la canicule. Moi j'ai vu Bayrou à la télé, il vieillit pas. Hein. Lui, c'est un grand comique de l'État. Un grand comique de l'État, il est bien. Qu'auriez-vous de plus si vous aviez poursuivi vos études? Je ne sais pas ce que je serais devenu. Je crois que j'aurais mal tourné. C'est-à-dire, vous auriez eu votre bac, peut-être que vous auriez été agent de police? C'est possible. Ah, il faut le bac maintenant? J'avais des dons. Ah oui, ah bah, J'avais des dons. Puis seulement à l'époque où j'aurais été agent de police, j'étais pas costaud comme maintenant. Et à l'époque, il y avait des bâtons. Ça a disparu le bâton, hein. Oh bah chez vous peut-être, pas chez moi. Et en plus, il était lumineux. Comme la canne. Ouais. Puisque vous parliez que pour devenir, la canne, c'est pareil. Il n'y a plus de canne. Les vieux n'ont pas de canne. Moi, j'en ai une parce que j'ai... Bon, non, les vieux, ils cannent, hein, surtout. Oui. Mais c'est ça qui me frappe quand même. Tu parles de vieux. Alors comment tu parles de vieux, mais avant, à 65 ans, les gens étaient dans les squares, comme ça. Avec les deux mains sur le pommeau de la canne, oui. Sur le pommeau de la canne. Et maintenant, c'est fini, ça. Alors les vendeurs de cannes, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Moi, un jour, comme j'ai besoin d'une canne, j'ai pris une canne, c'était pas la mienne, tu vois, et j'ai pris des petites trop petites. Alors, je boitais. Mais... tu comprends? Et oui, j'ai mis un temps avant, ça faisait ça, tu comprends? Et alors, évidemment, je disais vraiment, j'ai de plus en plus besoin d'une canne. Ça devait être la mienne. Mais alors, si les vieux n'ont plus de canne, peut-être c'est parce qu'ils sont en meilleur état physique. Mais c'est évident. C'est évident, mais moi je pense à ceux qui vendent des cannes. Le problème des bergers landais sur les échasses qui ont besoin d'une canne, et la taille de la canne, ouais. On n'y pense pas assez à ça. Moi, monsieur Bouvard, moi j'ai de la cam, moi si vous voulez, j'en ai. Vous venez à la cité, je vous entends, monsieur Bouvard, il n'y a pas de problème. On fera un rap ensemble. Oh, dites donc, il y a Sarkozy qui visite une banlieue difficile, là, et on lui montre dans une brouette ce que les jeunes gens mécontents du quartier lançaient aux forces de l'ordre. C'est des parpaings énormes, des blocs de pierre. Des immeubles. C'est vrai, 6e étage, oui. Ouais, ils balancent même des frigos sur la gueule des pompiers. C'est vrai. Ah, ils sont joueurs. Ah oui. Ah oui. Vous vous rendez compte s'ils balancent Raffarin? Enfin, j'espère que non, parce que ça fait du... Oh, Raffarin, vous devez bien l'aimer, Raffarin, non? Je trouve assez bonhomme. C'est sympathique, non, mais vraiment, d'ailleurs, c'est vrai. Il fait de son mieux, quoi. Ah bah, il peut peu, hein. Et lui, justement, il n'a pas de canne.
Non. Je signale. Il n'a pas de canne, mais sa popularité boite. Hein. Oui, pourquoi vous me parlez de rap? Je vous dis que je m'occupe pas de non, mais parce que je vois... Vous dites qu'est-ce que vous pensez. Attendez, excusez-moi, et ça n'a rien de méchant. Je ne peux pas dire que j'en ai rien à foutre. Pardonnez-moi, mesdames et messieurs. Non, mais c'est pas ça, mais c'est pas une préoccupation. Je vois un cousinage de complexion, de carrure, ça c'est vrai. Et de bonhomie. Il me ressemble de dos. Et ça m'inquiète. On ne s'ennuie pas dans le grand studio de RTL avec les grosses têtes de Philippe Bouvard qui sont Éric Logérias, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Jacques Balutin et cet après-midi l'invité d'honneur, Raymond Devos. Deuxième citation, et celle-là nous la devons à monsieur Le Saunier, qui a dit « Dans la mort, les vers mangent les hommes, dans la tragédie, ce sont les hommes qui mangent les vers. » C'est Dominique Voynet, ça, les vers. Non, ça s'écrit pas de la même façon. Et c'était un comédien célèbre. Mort. Mort. Oui, je dis c'était. Non, parce qu'il y a des comédiens qui ont été célèbres. Oui, et puis qui ne sont plus aujourd'hui. C'est vrai. J'ai dit Pierre Brasseur, oui. Non. Michel Simon. Il était un peu moins expansif, mais c'était un excellent comédien. Pierre Freinet. Oui. Jules Berry. Non. Louis Jouvet. Non. Il dirigeait un théâtre. Charles Dulaune. Une troupe. Sacha Pitoef. Gaston Batti. Non. Très bien bâti du reste. Jean Villard. Vous jouez Vous l'avez bien connu. Alain Cuny. Jean Sa Villard. femme qui était née Lingus. Non, il dirigeait un théâtre. Jean Grenier. Jean Villard. Louis Jouvet. Olivier Jouvet, Husteau. non, c'est pas Qui Jouvet. Non, c'était pas Jouvet. Non. Pitoyev, non. Pas du lin. Sa femme était comédienne. Jean-Louis Barrault. Oui. Jean-Louis Barrault. Exactement. Dans la mort, les vers mangent les hommes. Dans la tragédie, ce sont les hommes qui mangent les vers. C'est pas mal. Hein. Vous auriez pu le dire. Oui. Quel dommage qu'il ait Je ne sais pas si je l'ai pas dit avant. Sûrement. Si Barrault était encore là, Bernard Tapie jouerait chez lui. Tapie chez Barrault, vous imaginez le tabac que ça ferait. Oui, dans les chaises. Mais Tapie, il va revenir au théâtre avec une beau pièce. salaud. Un beau salaud. Et c'est le rôle titre, hein. Oui. C'est pas autobiographique. Est-ce que l'art du monologue ne vous a pas privé de la chaude atmosphère des troupes? Si. Il a été. Mais j'ai fait partie de la troupe de Fabry, d'ailleurs. Hein. Mais j'étais jamais d'accord avec le metteur en scène. Il était content, Fabry. Je ne devrais pas le dire, ça, mais je contestais tout le temps. Et puis, mais la troupe, je trouvais ça formidable. On est vraiment porté. Et puis les partenaires, c'est formidable. Puis dans les coulisses, il y a du monde. Mais c'est formidable. Et surtout dans les petits théâtres. Parce que quand on sort de scène, souvent, il y a une partenaire qui est dans les coulisses et qui attend, et puis on tombe dessus. Alors c'est formidable. Là, on trouve toujours des répliques supplémentaires. Vous avez joué avec Roger Carrel déjà? Non, jamais. Non. Mais quel type formidable. Formidable. Écoutez, il était ici l'année dernière à votre place et nous a raconté de sa façon croustillante l'enterrement d'un collègue. François Perrier ne vous a jamais raconté ce qui est arrivé à l'enterrement d'un acteur? C'était un acteur qui était très aimé de ses collègues, qui n'avait jamais été un grand acteur, mais il avait la sympathie de tout le monde. Et il y avait un auteur qui s'appelait Steph Passeur, qui était un homme charmant, et il y avait Madame René Passeur qui avait l'habitude d'avoir des grands chapeaux très fleuris. Tout. Ouais. Et à l'enterrement de ce pauvre acteur, elle est arrivée avec un chapeau qui était une boule de violette. Alors, il y avait Blier, il y avait Perrier, tout le monde a commencé un petit peu à sourire sur le chapeau, et le pauvre Steph Passeur s'en est perçu, l'a dit à sa femme, qui a retiré son chapeau et qui a mis un foulard sur sa tête, elle l'a posé sur le prie-dieu. Et le Suisse est passé, il a vu le truc sur le prie-dieu et il l'a mis sur le catafalque.
Ce qui fait que tous les copains ont béni le chapeau de Madame Passeur, à toute garantie. Ils se sont tous passés le goupillon dans un fou rire épouvantable. Il y avait le chapeau de la Madame Passeur sur le cercueil. Vous vous souvenez de cette dame, Renée Passeur? Ah oui, ah oui. Oh là. Elle était tout le temps au premier rang. Elle était au premier rang. On voyait que son badaille. Les gens derrière qui faisaient comme ça parce qu'ils voyaient rien. Ah, c'était une personne étrange. Ah oui, oui. Il n'y en a plus des comme ça aujourd'hui. Hein. Il y a la reine d'Angleterre. Il y avait comment avec son fume-cigarette. Oui. Sa pridge. Ah, sa pridge. Avec son fume-cigarette. Sa pridge, elle faisait partie des grosses têtes. J'ai tourné avec elle. Ouais. Et alors, un jour, je l'invite, on était dans le même hôtel, moi je l'invite à déjeuner. Je dis, sa pridge, si tu veux. Oh oui, c'est gentil à toi, tout ça. Et alors, elle s'installe en face. Et puis, je lui parlais de choses et d'autres. Et elle ne me regardait jamais, elle dit tout le temps. Et à un moment, elle dit continue. Je reviens, parce qu'il y a un monsieur qui me regarde, ça peut être intéressant. C'est quelque chose. C'est qu'il y a des gens comme ça. Hein. Il y a des gens, tu leur parles, et alors ils regardent toujours les femmes passer et ils les suivent comme ça. Et toi, tu es en train de raconter un truc, et à chaque fois, il est là. Et puis de l'autre côté, ça part. Quand on continue, je t'écoute. C'est vrai, il y en a beaucoup. Hein. Ah oui. Les grosses têtes, deuxième partie jusqu'à 18h sur RTL. Philippe Bouvard reçoit Éric Logérias, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Jacques Balutin et l'invité d'honneur Raymond DeVos. Moi, je vais raconter une petite histoire, mais elle est très ancienne. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous la connaissez, on rira quand même. Ça vous rira. Alors, c'est un type, il est au 3e étage de la Tour Eiffel, et il regarde l'esplanade comme ça, et il voit un petit bonhomme, comme ça, là, tout petit, là, tout en bas, il est là, et puis il monte, et puis il descend, il arrive au 2e étage, et puis il voit le type, il est comme ça. Alors il regarde, et l'autre regarde la Tour Eiffel, comme ça, et puis il arrive au dernier étage, il descend, et puis il va voir le type, et il dit, tu vas bien, tout ça, et l'autre lui dit, comment, vous me connaissez? Il dit, oui, je vous ai connu tout petit. Vous est-il arrivé de ne pas parvenir à faire rire un public? Bon, je crois que ça m'est arrivé une fois. C'est la chose la plus effroyable qui soit. Parce qu'on ne sait pas pourquoi. Où était-ce? Un texte... Oh, ça, c'était au bord de la mer. C'est tout ce que je peux dire. Je me souviens que de ça. Mais c'est effrayant. Balutin, je ne sais pas si ça t'est arrivé. Oh là. Mais c'est une gifle épouvantable. C'est un texte qui est construit pour ça, avec l'emplacement des rires. Et si on met pas, si on reçoit pas les rires, ben ton texte il s'écroule comme un château de cartes. Et alors, quand tu commences, c'est que tu... Alors, je peux raconter une toute petite histoire là-dessus, si on a le temps. J'avais écrit 3 textes. 4 textes. Je pouvais tenir un quart d'heure, pas plus. Et je reçois un contrat dans un petit cabaret à Versailles. Alors, je me présente, le directeur me dit comme toujours, alors, ils sont là pour vous. Tu parles, je ne t'ai pas connu. Ils sont là pour vous, ils vous attendent, tout ça. Et c'était des vieux, ça se voit tout de suite, avec des gants. T'entends pas les applaudissements quand il y en a. Bon. Et puis, alors, il y avait une petite estrade, et puis un petit rideau comme ça, tu sais, qui se fermait derrière. Et alors, lui, il arrive, il dit, et alors, allez, voici le nom de vos. Et il ouvre le rideau, allez, vas-y, gars. Et moi, je rentre, il referme le rideau derrière, et je commence à dire un texte. Rien. C'est épouvantable. Surtout à mes débuts. Après, tu t'en sors. Hein, tu ralentis. Et là, au contraire, tu précipites. Et je commence à... Rien. 2e texte. Rien. Tout ce que tu dis n'a pas de sens.
ça devient idiot. C'est comme s'il disait, je parle pas, c'est pareil. C'est pareil, c'est les grommelots. C'est comme si tu faisais des grommelots. Et puis, et alors, comme ça, en passant, je voyais le rideau bouger. Et de temps en temps, je voyais le directeur qui allait, il devenait de plus en plus nerveux quand même. Et voilà, et puis, je dis mon 3e texte, la même chose. 4e texte, le dernier. Parce qu'il faut aller au bout, dans ces moments-là. Et je vais pour sortir, et le directeur me dit, maintenant De Vos, envoyez vos gros trucs. Et j'avais tout dit. Alors je dis, monsieur le directeur, il faut savoir s'arrêter à temps. C'est d'une lâcheté épouvantable. C'est vrai, hein. Mais au bord de la mer, vous étiez déjà connu, là. Au bord de la mer, oui. Ah ben oui, oui, quand je vois la marée monter, ça me fait marrer, je sais pas, une connerie. Bon, j'en ai dit quelques-unes quand même. Oui. Bah, quand on parle beaucoup, forcément, je sais de quoi je parle. Mais vous avez une supériorité sur tous les gens qui parlent beaucoup, c'est votre formation permanente, le fait que vous vivez entouré de dictionnaires, que vous relisez, paraît-il, votre grammaire chaque été. Oui, ça c'est... Non, tout le temps. Ah oui. Non, mais c'est vrai, parce que je trouve ça formidable. Vous le faites en Bretagne, à Becherel. La grammaire, c'est Non, mais c'est vrai, non, mais pas chaque été, ce serait quand même... Qu'est-ce que vous faites cet été? Je lis la grammaire. C'est difficile à passer quand même, franchement. Non, mais c'est vrai que la grammaire, je la revois très souvent par plaisir. Parce que je trouve que les règles, tout ça, c'est merveilleusement fait. Et qu'en plus... C'est pas simple, hein? Oui, mais si c'était simple, ce serait pas intéressant. Et puis en même temps, même quand c'est pas simple, ça se raisonne. La phrase, ça se raisonne. C'est tellement remarquablement fait, le sujet, le verbe, le complément, l'adverbe, tout ça. C'est formidable. C'est un enchantement pour moi. C'est pour ça que quand souvent j'entends dire il faudrait refaire la grammaire, il faudrait trouver de nouvelles méthodes pour les enfants, tout ça, donnez-leur une grammaire. Rassurez-vous, ils ont trouvé, on n'y comprend plus rien. Il n'y a plus de sujet, c'est l'intervenant. Ah oui, ils ont des mots particuliers. Le sujet, comme vous disiez, verbe intervenant, déterminant, des trucs, moi j'y comprends plus rien. Ça. Là, c'est vrai. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Mais là, la syntaxe de... Et les dictionnaires, pardonnez-moi, mais les dictionnaires, c'est fait pour surtout se référer à un mot, pour savoir si c'est exactement celui-là dont on a besoin. Ou pour en découvrir de nouveaux. Ou en découvrir de nouveaux. Oui. Allez, rendez-vous demain à 10h30 pour le prochain enregistrement des Grosses Têtes avec, entre autres, comme invité d'honneur, Henri Comte de Paris et Patrick Sébastien. N'oubliez pas, demain à 10h30, Grand Studio RTL, 22 rue Bayard à Paris. J'ai au bout du fil quelqu'un qui a la garde, le 40e de la garde du dictionnaire. Moins que ça d'ailleurs, hein, Jean Dutour, parce qu'il y a une commission du dictionnaire qui comprend combien de membres? 11. Vous en faites partie? Non, j'en fais pas partie parce que j'aime mieux râler sur place. Ah bon? Quand il faut entrer des trucs qui m'agacent. Vous savez que il faudra que ce mot me passe sur le corps pour entrer dans le dictionnaire. Et d'ailleurs, en général, il me passe sur le corps. Il n'y a pas de petit plaisir. Ouais. J'ai Raymond DeVos auprès de moi. Bonjour, monsieur DeVos. Bonjour, monsieur Dutour. Qui est un grand défenseur de la langue française. C'est formidable, Raymond DeVos. Vous étiez une attraction extraordinaire. Mais ça l'est toujours. Mais maintenant, il est en charentaise.
Quel écrivain est-il resté célèbre pour son fétichisme du pied et de la chaussure? Rétif de la Bretonne. Rétif de la Bretonne. Bonne réponse de Jean Dutour. Écrivain merveilleux, admirable, grand homme, l'un des plus grands du XVIIIe siècle. Alors, il se targuait d'un nombre de conquêtes supérieur à celui de Siménon, hein? Ah oui, mais il racontait des blagues, hein, beaucoup. Oui. Il aimait beaucoup raconter qu'il couchait avec ses filles. Ah bon? Naturel. Naturel. Il était rétif de la Bretonne, mais pas du reste, hein, Non, dedans. Elle est bien, bravo Philippe. Il n'était pas coudé du Foresto. Il était pas Il était rétif. raidi du reste. Il était pas rétif de la Ça ne Bretagne. m'empêche pas que ce soit un grand écrivain. Il y a une histoire de Nicolas, là. Monsieur Nicolas, c'est un chef-d'œuvre. Ah oui, c'est un chef-d'œuvre, hein. Bon marchand de vin aussi. Sublime. J'aime beaucoup la couverture. J'ai pas été plus loin, mais ça m'a. Nicolas, c'est le préféré de oui. Perroni. Bah, j'aime bien les aventures de Nicolas. Et puis Nicolas, il aime bien. Nectar et Glouglou aussi. Ah, les enfants. Oui, je crois qu'il y a une confusion sur les œuvres. J'ai l'impression, oui, ils sont pas exactement. C'est un écrivain à succursales multiples qu'aime beaucoup Jean-Jacques. Oui. Oui, ça, oui. La deuxième question académique de M. Fournier. Qu'ont acheté les États-Unis en 1867 pour la somme de 7 millions de dollars? C'est un territoire. Oui. La Virginie. Non. Le Canada? Non. La Nouvelle-Orléans. Le Nouveau-Mexique. Non. Le Texas. Non. Non. La Californie. La C'est Californie. dans l'ouest ou dans l'est? Ah, c'est à droite en sortant, c'est tout ce que je peux Ah, vous bah, dire. c'est à droite La en Californie, sortant. le Nouveau-Mexique. Non. La Nouvelle-Orléans, la Louisiane. L'Alaska. L'Alaska. Oui, il l'a acheté aux Russes, c'est juste. Eh ben oui. Alors, une bonne réponse de Jacques Balutin, confirmée par Jean Dutour. Oui, Et C'est assez rare. c'est assez rare, hein, parce que d'habitude, il met en cause... C'est plutôt le contraire qui se passe. L'Alaska, c'était ski. Alaska, c'était ski, bien Et sûr. vous savez de qui c'est, ça? Sacha Guitry. De Sacha Guitry. Bonne réponse de ma gueule. C'était l'époque où les grands écrivains faisaient des slogans publicitaires. Avec hein. des snows, enfin, il y avait tous les... Et il y avait ça, la Crou, Marie-Rose, la mort parfumée d'époux. Ah bah oui, mais ça, il en était président directeur Ah bah oui, c'est général. vrai. Oui, c'est vrai. Vous aviez fait un slogan aussi? Oui, qui prête à rire n'est pas sûr d'être remboursé. Ah, c'est pas mal. Ah, très bien. Bien, monsieur Dutour, vous avez la moyenne, mais pas plus. Oh bah merde. Vous ferez mieux demain. Amitié à vos Charentaises, à demain. Au revoir. Quand vous dites amitié à ces Charentaises parce qu'il vit avec Madeleine Chapzal ou... Non. Oh, pauvre Madeleine Chapsal. C'est Delon qui a fait un slogan publicitaire récemment, là. Qui veut voyager loin, ménage ses montures pour un flelou, c'est ça, non? C'est Johnny. C'est Johnny, c'est pas Delon. C'est Johnny. Johnny, c'est Optique 2000. Optique 2000. Mais Delon, il n'a pas un rapport avec un flelou. Oh, j'ai vu ton copain hier, dis donc, à la télé, il passe. Qui? Guy Roux. Moi, j'ai vu. Ah oui. Vous l'avez trouvé où, votre chariot? J'ai pensé à toi. Qu'est-ce là qu'il là. est bien. Je l'avais jamais vu, moi. Je suis tombé dessus, je suis content. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce qu'il est bien. Il est où, votre chariot? Il est pas mal. Ah, il est bien. Moi, si je le voyais, je lui dirais arrêtez de faire de Niro. Hein. Ça va pas du tout. Ça, c'est terrible. Il a pris des coups, il a peut-être fait l'acteur studio. Peut-être. Bientôt Giroud en one-man show. Oh là là. Ça va être de l'humour à crampons. Vous, à vos débuts, vous en avez fait des petits boulots. Hein? Oh là là, j'ai tout fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez libraire, non? Triporteur, libraire, crémier. Triporteur, il n'y en a plus non plus des Non, triporteurs. ça me servait. Ah oui. Mais c'est fatigant. Hein. Oui. Mais moi, La rue Le Pic, je bonjour. roulais sur 2 roues au lieu de 3, parce que ça m'amusait. Vous aviez une petite clochette à l'avant, oui? Mais oui, non, mais tout ça. Mais c'est très, très fatigant. Hein. Et puis, je transportais des colis d'œufs. Ce qui était, c'est-à-dire, c'était ça la gageure. C'était sur 2 roues, mais puis pas renversé. Et ça m'est arrivé. Place de la Concorde. J'avais un 720, ce qu'on appelle. C'est vraiment une caisse d'œufs. Il y a 720 dedans. Et j'avais ça, et alors déjà, tu l'as sur la petite caisse, et alors quand tu tournes, t'as tout ce poids, tout ça, et je pédalais, j'allais livrer à Auteuil, je sais pas, à ce point-là, hein.
C'était vraiment éreintant. Bon. Et puis, alors, je pédalais comme ça. Et puis, arrivé à la place de la Concorde, je commence. J'étais à mi-chemin. Et alors, comme toujours, je vois arriver une voiture à cheval qui traînait des trucs. Et je calcule mal, forcément. Je me dis, c'est pas la peine que je ralentisse. Il va avoir le temps de passer. Et puis il a pas eu le temps. Et alors il m'a accroché et les 720. Vous avez lâché une caisse. Bien, Philippe. Non, bien. Vous avez bien fait de vous en débarrasser de celui-là. Ça, c'est chier. Non, mais c'était Et vous avez été renvoyé alors Hein? Vous avez été renvoyé? Non, pas du tout. Non, c'est un accident de travail. Vous êtes fait traiter d'omelette? Une omelette, oui. Non, mais c'est épouvantable. Non, mais c'était dur. Une omelette de 700 œufs, ça commence à être la belle omelette. Là, faut pas inviter du monde. Hein. Et puis alors après, quand tu vois les taxis et les voitures passer dessus avec mépris... Et quels autres métiers encore? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oui, j'en ai fait beaucoup d'autres, enfin des petits boulots. On n'avait pas été casseur d'œufs chez la mère Poulard au Mont-Saint-Michel. Non, mais ça c'est une spécialité. Non, mais j'en ai fait beaucoup de petits boulots. Et de la figuration? J'en ai fait pas beaucoup. Mais parce que le cinéma, j'étais tenté par le cinéma. Vous preniez des cours d'ailleurs? Mais oui, j'avais des cours de théâtre. Avec un personnage. Émile Drin, qui jouait Napoléon. Et alors et je prenais des cours particuliers. C'était quand même très cher pour quelqu'un comme moi qui gagnait pas beaucoup d'argent. Mais je prenais des cours particuliers. Et c'était toujours après déjeuner. Hein, je sais pas pourquoi. Et alors j'allais le voir chez lui. Il me recevait en robe de chambre à Émile Drin. Il a joué Napoléon, c'était un très grand, un très beau, un bon comédien. Et alors, il me recevait et il dit bonjour, vous m'avez travaillé Scapin, oui, maître. Bon, alors il s'asseyait, et ça il dit allez-y, je vous écoute. Et puis je commençais le monologue et il s'endormait. Mais il pionçait. Et moi, je ne pouvais pas. Je continuais un peu. Hein, je ralentissais. Donc, au cas où. Et puis, il ne se réveillait pas. Alors, je m'asseyais à côté de lui. Et moi, j'arrivais pas à dormir. Et quand j'avais fini, il disait mais c'est pas mal d'os. C'est pas mal du tout. C'est affreux. Mais moi, j'ai des souvenirs comme ça, épouvantables de métier. Car c'est un métier. Et dans un casino, j'ai le temps de dire ça, dans un casino, où comme toujours, le directeur de ce soir, c'était à Royan. À Royan. Déjà, j'arrivais, j'avais pris le train, hein, j'avais pas de voiture à l'époque, il y a tout le matériel, le monocycle, les accessoires, tout ça, les instruments de musique, et on sort de la gare avec tout ça, on met un taxi, on met tout ça sur la galerie, les sandos, tu vois, on arrête tout ça, voilà, on monte dans le taxi, et il me dit vous allez où? Je dis je vais au casino, et ça donne exactement ça. Le casino était à côté de la gare. Je n'arrivais pas à sortir parce que je riais. Et j'étais avec mon pianiste et tous les deux. Et ils n'arrivaient pas à dire combien je vous dois. Ça, c'est des trucs, des souvenirs c'est formidable. Et ça, ce qui m'est arrivé souvent, c'est des salles qui ne sont pas faites pour le spectacle. Des gymnases. Et alors, au milieu de la scène, tu as un truc pour le basket. Pour le panier, Au milieu. Et alors, tu dis, comment? Ben non, on peut pas l'enlever. Alors, tu joues tout comme ça. En remuant la tête à droite, à gauche. Et j'ai aussi joué dans un petit théâtre où le rideau de fer était bloqué. Mais comme ça, tu vois, à moitié. C'est-à-dire que j'ai tout joué baissé. Parce qu'il m'a dit, avant, on ne peut pas le relever, on ne peut pas le bouger. Ah bon, ben alors, tout ça, tu sais quand même quand tu sors, tu dis, ça, c'est le métier.
Alors des petites nouvelles qui n'ont rien à voir avec l'actualité politique, mais qui sont à la fois parfois politiques et artistiques. Par exemple, Tony Blair qui a enregistré un épisode des Simpsons. Et il avait déjà été précédé par Clinton, Bush et Jimmy Carter. Ah, oui. Il a fait la voix de... La voix. Ah, d'accord. Ils sont costumiers du fait, oui. Il a fait une des voix du dessin animé Les Simpsons. C'est marrant, Clinton, Blair, Raffarin, jamais. Non. Ils n'en veulent pas, nos problèmes. Ah, il serait bon. On mélange pas beaucoup la politique et l'artistique chez nous. Hein, mais il travaille surtout au Futuroscope, Raffarin. Il doit être en exclusivité là-bas. On le mélange, c'est pas souvent pas très heureux. Il faut dire que oui. Et puis c'est pas le rôle d'un artiste. Voilà ce qu'il faut dire. Quand on vient sur scène et qu'on a 800 ou 1000 personnes devant soi, il faut pas trop soulever ces problèmes-là parce qu'on fait forcément des mécontents. Ah oui. Alors il manque quelques applaudissements à la fin. Moi j'ai fait même des choses. Je disais un texte à un moment, des petits textes comme ça. Je parlais du racisme, de la xénophobie. Je disais mon voisin est xénophobe, mais il déteste les étrangers. Mais il les déteste à tel point que lorsqu'il va dans leur pays, il ne peut pas se supporter. Et bien, je me suis fait engueuler par un type qui est assis en disant ça, et alors qu'est-ce que vous n'aimez pas les étrangers? C'est là où tu vois que tu as un pouvoir, quand même. C'est pour ça que les politiques, ils ont un pouvoir. S'ils en usent mal, c'est dommage pour eux et pour nous, surtout. Oui, mais il y a une grande différence entre le comique et le politique. C'est que le comique, lui, peut pas dire n'importe quoi, hein. Quelquefois, si. T'en parlais pour ne rien dire. Écoute, Francis Blanche, que tu as très bien connu, il disait n'importe quoi. Mais avec un grand talent. Mais quel talent! Quand tu as connu ça. Quand il avait un sketch, il disait qu'une phrase, c'est derrière la ferme à buter. C'était la seule phrase. Et alors, c'était Gigi Boy. Je me souviens de ça. Et alors c'était tout en romelot. Comme j'étais derrière la ferme à buter. Et alors c'est quand je pourrais dire bien. J'étais derrière la ferme à buter. Et là, on dit mais pourquoi j'étais derrière la ferme à buter? J'ai regardé. Et puis ça durait un quart d'heure. C'était fabuleux, quoi. Ah oui. C'est un de vos meilleurs textes. Et alors là, ça se passe à cause de Poutine, qui n'est pas un joyeux de riz. Poutine. Ça, c'est un gars charmant. Eh bien, un chocolatier de luxe a confectionné un portrait de lui qui fait 1,5 kg. Pour une fois qu'il va être sucé. Alors il y a du chocolat parfumé à la fraise colorée pour les lèvres, du chocolat à la myrtille pour la cravate, car il est ressemblant à s'y méprendre. Mais c'est à vendre $700, mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'acheteur. Bizarre. Et puis la chaise qui marche toute seule, ce sont des chercheurs japonais qui l'ont inventée. Ça s'appelle un déambulateur, ça. Non, pas du tout. Fauteuil roulant. C'est un fauteuil dans lequel vous vous installez, qui est capable de vous porter en faisant des pas en avant et en arrière de 30 cm. Juste, on met du temps. Et puis dans les petites inventions qui transforment l'existence, la poubelle qui dit merci quand on a glissé. C'est ma femme. Quand on a mis quelque chose dans la fente, elle dit merci. Bravo Philippe. Oui. Elle te dit merci. Oui, voilà. Tu en as un peu rajouté là, non? Moi, des conseils, par exemple, moi, je donnais des conseils à un jeune jongleur. Je disais, si tu veux jongler avec 3 tomates fraîches, comme ça, alors à quoi vois-tu que c'est des tomates fraîches? Si t'en rates une, elle s'écrase. Bon. Et puis, surtout, il faut faire attention qu'elle ne rebondisse pas. Parce que si elle rebondit, il arrive que la tomate tombe dans la salle et le spectateur qui reçoit la tomate se croit obligé de la renvoyer. C'est bien qu'il y a un artiste qui prend une tomate sur le fait. Et lorsqu'il arrive le plus souvent, c'est que l'artiste reçoit plus de tomates qu'il en a à l'entrée. Vous avez déjà reçu des petits légumes, vous? Non, jamais. Non, jamais. Non. Un jour, au théâtre de la ville,
On est vraiment au même niveau que le public. Donc, je ne sais pas dans quel... Je crois que c'est quand je marchais sur la Lune. Il y a un type qui est arrivé avec un drapeau français. Je te jure que c'est vrai. Hein. Il est arrivé à une mine assez tragique. Et il a planté le drapeau sur la scène. Et il est sorti. Et j'ai continué à faire mon tour avec ce drapeau sur la scène. C'est un fou, quoi. Mais pourquoi pas? Sur RTL, les grosses têtes de Philippe Bouvard, Éric Legérias, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Jacques Balutin et l'invité d'honneur Raymond DeVos. Et puis vient de sortir, à l'occasion du cinquantenaire de la création de l'Olympia, un superbe album et qui s'intitule Olympia Bruno Cocatrix, 50 ans de music hall. Jean-Michel Boris, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes à la fois le co-auteur du livre et le grand témoin de cette aventure, puisque vous faites toujours partie de la famille Cocatrix, et vous avez longtemps dirigé le théâtre, après d'ailleurs avoir tenu tous les emplois, hein. Bah exactement, oui, je suis arrivé en 54 à l'Olympia, c'est-à-dire que j'ai pratiquement vu l'Olympia des débuts jusqu'à ce que je m'en aille en mai 2001. Donc effectivement, je suis sans doute une des meilleures mémoires de ce lieu et il m'a été donné la possibilité de faire ce livre qui, je pense, est un bon récapitulatif de ces 50 ans-là. Alors naturellement, à tout seigneur, tout honneur, il y a Gilbert Bécaud qui est le recordman absolu, hein, 27 passages. 27 passages, oui, effectivement. Et la première fois, on a cassé les fauteuils en son honneur. Hein. C'était en 55. Il y a eu une matinée spéciale gratuite pour les jeunes et les jeunes ont envahi la salle. Ils étaient 3000 au lieu d'être 2000 et naturellement ça ne s'est pas passé sans dégâts. Mais enfin c'est surtout ce dont les journaux ont parlé, ces fauteuils effondrés, quoi. Et puis de nobles étrangers, Marlène Dietrich, Jerry Lewis, et qui ont réussi à conquérir le public français alors que c'était pas gagné. Ça, non, c'est pas gagné, mais Bruno avait toujours eu cette envie d'ouvrir cette Olympia à tous les artistes de toute obédience et naturellement les grandes vedettes étrangères ont toujours apporté à l'Olympia une image supplémentaire et je dois dire que cette Olympia c'est justement ce résultat de ce rassemblement d'images d'artistes d'origine divers et que ce soit des artistes de chant, que ce soit des artistes d'humour dont par exemple Raymond DeVos est vraiment un des grands tenants puisque je crois qu'il est là parmi vous. Il se lève et oui, pour saluer. Et il sait combien je l'aime. Et là, vous parlez de ces 3 visites. Alors, il a un peu de rouge, non pas à la boutonnière, comme parfois à la ville, mais sur le nez, avec un beau nez de clown. Hein. Oui, bien sûr, il adorait se mettre ce petit nez de clown qui a un charme supplémentaire. Il y a un passage attendri sur Fernand Reynaud, autre grand comique du siècle. Et là, vous faites litière de sa réputation d'Auvergnat avare, hein. Fernand, un jour, est arrivé au bureau. C'est ça. C'est ça, et que il va y avoir Bruno, il dit t'es toujours dans la merde comme d'habitude, et Bruno dit oui, ça va pas terriblement fort, hein. Alors Fernand a sorti une liasse de billets et lui a dit écoute, quand tu auras un moment, quand tu auras les possibilités, tu me le rembourseras. Bon, mais c'est le genre de geste appréciable, quoi. Non seulement ça, mais en plus, alors, j'ai découvert, grâce à vous, qu'il y avait une tradition au music hall, c'était celle de l'enveloppe du dernier soir. Tout à fait. Après les spectacles, la plupart, 99% en tout cas des artistes font des enveloppes pour les machinistes, le régisseur, les électriciens, et je dois dire que c'est vrai qu'il y en a certains qui sont extrêmement généreux. Alors le plus long concert, c'était Kalsoum. C'est Kalsoum qui a chanté 3 chansons, qui a commencé à 21h et qui a terminé à 3h du matin. Avec 3 chansons seulement. Avec 3 chansons seulement. Le plus court? Le plus court, c'est celui de Mario Lanza, qui est venu pour un musicorama, qui
qui a chanté 3 chansons lui aussi, mais qui faisait le temps normal, c'est-à-dire 10 minutes, et qui, au bout de 10 minutes, est parti. On lui a dit, alors maintenant, il dit, c'est fini, mon tour de chant est terminé. Alors, vous pouvez imaginer l'ambiance dans la salle pour des gens, une clientèle qui avait payé extrêmement cher pour voir le plus grand ténor du monde à ce moment-là. Et l'échec le plus mémorable ? Oh, l'échec le plus mémorable, je crois que c'est celui que nous avons vécu avec ce pauvre Roger Lanzac et le cirque Non, qu'il non, dirigeait. c'est pas vous, Raymond. Non, Non, c'est pas Raymond, sûrement pas. Mais vous savez, à l'Olympia... Bien au contraire, je crois que Raymond a fait plusieurs passages auxquels j'ai vraiment participé en étant là tous les jours, et c'était un super triomphe. Vous dites que ce spectacle de Roger Lanzac, qui n'a pas fait courir le public dans le bon sens, n'avait réuni que 16 personnes dans la salle. 16 personnes, et 16 personnes dans une salle de 2000, croyez-moi, c'est pas beaucoup. Et à l'Olympia, les Beatles ont fait la première partie de Sylvie Vartan en 64. Non, pas du tout. Ils étaient tous les trois à égalité avec Sylvie Vartan et Trini Lopez. Et c'était eux qui terminaient la deuxième partie, avec avant eux un magicien, et avant eux encore Sylvie Vartan, qui passait juste après l'entracte. Et Claude Sarraute avait écrit dans Le Monde, ces jeunes gens-là, on n'en entendra plus parler. C'était formidable quand même. Bon, en tout cas, c'est un album qu'on feuillette avec ravissement, parce que il est plein de souvenirs qui sont liés à nos différents âges, parce qu'il est admirablement illustré, et puisqu'on n'a jamais vu autant de vedettes réunies. Merci Jean-Michel Boris. Merci Philippe. Au revoir. Vous êtes bien traité, hein, là. Vous avez une belle double page, cher Raymond Devos. Je suis très content. Mais ils disent que vous étiez un peu en froid avec Bruno Cocatrix pendant quelques années. Hein. Ouais. Parce que quand je suis passé la première fois à l'Olympia, à ce moment-là, il y avait une générale à Versailles. Les artistes passaient, donnaient un spectacle, le spectacle de l'Olympia, on le passait à Versailles pour l'essayer. Et c'est moi qui étais vedette, je commençais. Et au restaurant, devant moi, il y avait Cocatrix et Mireille Mathieu, qui venait de terminer son spectacle. Mais il vous avait pas vu, Il m'avait pas vu, évidemment, et moi j'étais derrière, et je mangeais un petit truc avant le spectacle. Et après, je passais, je commençais, et j'entends Cocatrix, comme ça, qui parlait, et il y a des gens qui étaient avec lui, et qui disaient, vous vous rendez compte, hein, j'ai Mireille Mathieu, elle un tabac, je gagne, ça marche, c'est bourré à chaque fois, et là, je vais avoir un artiste, je sais même pas s'il va remplir la salle, c'est quand tu entends ça, t'as plus faim, hein, tu demandes l'addition et tu te tires. Vous avez été en froid pendant près de 20 ans. Oui, en froid, c'est beaucoup dur. Hein. Oui, non, mais enfin, vous alliez plus chez lui. Oui. Alors je disais tout à l'heure, et je maintiens, que Raymond Devos est devenu préfacier en l'honneur d'un grand dessinateur aujourd'hui disparu, qui était Bosc. Oui. Vous l'avez connu ? Non, pas du tout. Mais ses dessins sont extraordinaires. Le voyage en Boscavie, vous faites d'ailleurs une préface qui est tellement modeste qu'elle ne répond pas aux lois du genre, parce que d'habitude, le préfacier en installe. Là, pas du tout. Vous dites à propos de Bosc, si je vous disais que depuis qu'il n'est plus là, je ne vis plus. C'est joli comme oraison funèbre, hein. Et puis... C'est un de ces personnages qui dit ça. Hein. Oui, vous l'avez repris à votre compte. Il y a un dessin extraordinaire. C'est un type visiblement un gros homme, un nanti. Il est dans son fauteuil et il lit un livre sur lequel il y a marqué humour. Donc on sait de quoi il s'agit. Et il a enlevé une chaussure, mis le pied nu sur un tabouret et devant lui il y a un majordome en livrée et gants blancs qui lui chatouille la plante des pieds. C'est super. C'est superbe, hein. Superbe. C'est la BD avant la lettre, hein, parce que très souvent... Il y a un dessin aussi qui est d'une sobriété extraordinaire. C'est un type qui est assis dans un fauteuil, en face d'un fauteuil. C'est à partir de ça que j'ai fait la préface. Et il est là,
Et puis, en 3-4 dessins, on sent qu'ils se lèvent. Ça dure quand même, hein. On sent qu'il y a du temps. Et puis, il se lève et il va s'asseoir sur l'autre siège. C'est tout. C'est extraordinaire. Et puis là, on voit, c'est plus rural, on voit une fermière qui est en train de traire la vache. Quand le seau est plein, elle propose à la vache boit le lait qu'il y a dans le seau. et puis elle se remet à la traire. Ah, c'est super. Mais au bout de 15 ou 20 traites, vous avez dû les concentrer aussi, hein, au fur et à mesure, ça. C'est magnifique. Et puis alors, il y a cette fille qu'on essaie de draguer dans la rue. C'est drôle, hein, une belle blonde avec des longs cheveux. Puis il y a un type qui est derrière qui dit « Alors, on se promène ?» Elle dit « Sombre crétin ». Il y a un vieux marcheur qui prend la relève qui dit « Alors, on se promène ?» Imbécile heureux. Alors, on se promène, dit un autre, pauvre cloche. Et puis il y a un gars qui est sur le bord du trottoir dans une belle voiture décapotable qui dit alors, on se promène? Et la fille dit eh oui. C'est très fin. Ah oui, je me suis régalé. Une nouvelle de Riga, toujours pour le livre des records, la plus grande salade de pommes de terre jamais réalisée au monde. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. 3277 kilos. Ah. Où ça 3 tonnes 2 à Riga. À Riga. Et puis le tracteur qui a été flashé à 120 km/h par radar automatique. Ah, ça, il faut faire attention avec les tracteurs. Station. Ah, l'agriculteur est sournois. Ils vont à toute allure, ce gens-là. Faut se méfier. Vous vous rendez compte, on aurait acheté un tracteur à Alésia, il serait champion du monde aujourd'hui. Cela dit, il risquait pas l'accident parce que comme il avait de la paille, il transportait de la paille, donc il serait rentré dedans. C'est à quoi se retrouver sur la paille quand même. Mais c'était un Espagnol, quand les flics l'ont arrêté, il a dit la paille est là. La paille est là. Oui. Elle est très bonne. Elle est très bonne, monsieur Péroni. Très bonne. Suite et fin des grosses têtes pour cet après-midi avec Philippe Bouvard et Éric Logérias, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Jacques Balutin et l'invité d'honneur, Raymond DeVos. C'est une aborigène, donc ça se passe en Australie, qui a été attaquée par un crocodile de 7 mètres de long alors qu'elle se baignait dans une rivière. C'était Madame Lacoste? Non. Heureusement, elle venait d'acheter des moules pour son dîner. C'est ça qui l'a attirée? Non, elle a frappé l'animal avec le sac de moules. Elle se baignait avec son sac de moules. À qui voulez-vous faire croire que la bonne femme va au bord de la rivière et dit tiens, je vais me baigner avec mes moules? Avec ma moule encore, on comprend. Elle était obligée de toute façon. C'est une dépêche de l'AFP, j'ai pas raison de la mettre en doute. Donc elle a... Ici, tu passes toujours d'abord, on se passe chez Picard. Et donc elle a chassé le crocodile grâce au sac de moules. Oui, voilà. Moi, à chaque fois que je vais à la piscine, j'ai mes coquilles Saint-Jacques avec moi, vous voyez. L'autre jour, j'avais 2 rôtis de veau, c'est ça? Ah bah tiens, oui. Le sac de moule, il était en peau de crocodile. Ça avait énervé l'autre, c'est pour ça. Une question de Ils boivent à l'AFP maintenant, c'est sûr. Non, mais enfin, ils sont à l'affût de tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans le monde. Oui, bien sûr. Incroyable, mais vrai. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce qu'on est sûr d'un truc comme ça? Si c'est la bonne femme elle-même qui raconte. C'est la moule qui a tout raconté. Ah bah oui, alors oui, fatalement. La moule qui parle. Eh oui. C'est une boule de bouchon, bien sûr. Question de Monsieur Gentil. Quelle est la différence entre l'Homo sapiens et l'Homo sapiens sapiens? Il n'y en a pas, c'est la même chose. Il y en a un qui dort beaucoup. Il y en a un qui Sapiens. Non, il y en a un qui est bègue. Sapiens, il est bègue. Comment? 2 primates. Oui, mais la différence... Il y en a le deuxième, il y en a un qui est moins prognate. Non, il y a une différence de milliers de millénaires, c'est tout. Mais non, le deuxième est plus proche de Boutros Ghali. Ou de Yewini. Oui, il est président de l'ONU. Non, l'Homo sapiens était à 4 pattes et le sapiens était sur ses 2 jambes. Il pouvait voir par-dessus les herbes. Non, il y a une différence de taille. Alors en fait, l'Homo sapiens, vous avez raison de faire le distinguo, il vivait il y a très longtemps. Voilà. Et l'Homo sapiens, c'est maintenant. C'est nous. L'Homo sapiens, c'est nous. Ah bah oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais il n'y a qu'à demander. Alors.
Enfin, nous, on serait plutôt Homo erectus. Oui. Et Raymond Barre, Parlez pour vous. Raymond Barre est Homo sapiens, sapiens, sapiens. Et la question de Monsieur Moreau, quel est le seul théâtre parisien à avoir dû changer de nom pendant l'occupation? Sarah Bernard. Sarah Bernard. Oui, Sarah Bernard. Bonne Théâtre de la réponse d'Éric Logérias et de Jean-Jacques Perroni. Et puis, pour terminer, Monsieur Levasseur de Laon a envoyé la citation dont je vais vous demander d'essayer d'identifier l'auteur. Qui a dit « Les 3 étapes de la vie d'un homme. Croire au Père Noël. Ne plus croire au Père Noël. Se déguiser en Père Noël. » Oh, t'es joli. Moi, je crois que c'est le Père Noël lui-même. Oh, non. Ah, c'est un homme... C'est pas ma mère. Noël, ta mère, elle fait des citations. Dialat. Non, alors c'est pas un Français pour une fois, mais c'est un homme qui avait beaucoup d'esprit. Mark Twain. Non, mais... Ah non, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas le Père Noël, c'est Santa Claus. Ah bah oui, mais enfin, il avait beaucoup vécu, il a fait des tournées en Europe. C'est un acteur? Un acteur. Un acteur et en même temps co-auteur de... Peter Ustinov, Charlie Chaplin. Stan Laurel. Jerry Lewis. Non, mais... Charlie Chaplin, non. C'est Stan pas Laurel. Chaplin, mais... Marx, un des Marx. Eh bien, oui. Groucho Marx. C'est Groucho Marx. Ah, ouais. Bonne réponse collégiale masculine. Merci à Raymond DeVos d'être venu d'abord bavarder avec nous, raconter de succulents souvenirs et aussi avoir évoqué 2 ouvrages qui apparaissent en même temps dans les librairies. La chenille nommée Vanessa, illustrée par Yves Saint-Laurent, et puis Le voyage en Boscavie, dont il est le préfacier, et illustré par Bosc évidemment. À demain.